Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de rentrée. Je me suis dit qu'on allait parler de nos années collège. Donc pour moi c'était 2011-2014. Et c'est une période que je trouvais intéressante parce que j'ai pas un super souvenir du collège. Non pas que je l'ai mal vécu ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est une période qui est profondément insignifiante. Je trouve que c'est une période où il n'y avait pas la place en fait pour être soi. Et il y avait une telle pression du groupe que c'était difficile, je trouve, oui, de s'épanouir pleinement dans sa personnalité, dans ses amitiés. Et mon interprétation immédiate face à ce jugement, c'est de me dire que au collège, quand on entre au collège, on est des enfants. Et les enfants, on connaît la gentillesse légendaire et l'honnêteté des enfants. Timothée, tu ne dis pas à ton camarade qu'il est moche. Donc le fait qu'on soit des enfants, couplé au fait que j'ai l'impression que c'est le début de l'apprentissage de la société adulte, dans le sens que je me souviens qu'au collège il y avait vraiment une hiérarchie, comme dans une mini-société. Il y avait en haut les populaires, en bas, chez moi c'était les paumés, mais je sais pas c'était quoi le terme dans les autres collèges, et au milieu la populace. Et du coup je trouve qu'il y a aucun avantage entre guillemets parce que il y a à la fois la méchanceté des enfants et en plus la pression sociale des adultes. Bon là je prends une perspective hyper négative mais bien évidemment que j'ai passé mes meilleures soirées pyjama au collège. Donc pour cette vidéo je me dis que ça serait intéressant de mélanger analyse sociale et expérience personnelle pour qu'on puisse revenir dans nos cours de récréation et comprendre en fait ce qui s'y passait. Pour l'analyse sociale, je vais m'appuyer principalement sur l'ouvrage de Margot Déage qui s'appelle À l'école des mauvaises réputations, qui est sorti cette année au PUF. C'est son travail de thèse. C'est une étude qui est menée sur 4 collèges de milieux sociaux différents en Île-de-France. Je trouve que c'est une analyse qui est très importante, notamment dans le débat sur le harcèlement. Parce que quand on parle de harcèlement, on parle souvent de cas extrêmes, voilà, d'enfants qui se sont suicidés, d'enfants qui subissent des violences physiques dans la cour de récréation, devant tout le monde, enfin voilà. Mais en vrai, le harcèlement, c'est surtout une pression morale et psychologique qui est hyper diffuse. Et pour comprendre en fait cette pression morale, il faut comprendre tout le système, en fait, toute la micro-société du collège et comment les enfants en arrivent à être contraints de harceler en fait. Parce que je vous ai parlé de harcèlement en introduction, on sait du coup que le collège c'est un environnement assez hostile où quand il y a des moqueries, tout le monde est entraîné en fait et personne en général n'ose vraiment protester et c'est le groupe qui prend le dessus, la méchanceté du groupe qui prend le dessus. Moi j'ai quand même eu tendance à me demander mais pourquoi, je veux dire il y a personne qui fait primer la valeur morale sur la valeur du groupe. Et si en fait ce processus perdure, c'est parce que la solitude est un danger. Souvent, quand on parle de harcèlement, on évoque les différences présumées des élèves pour justifier leur harcèlement. Une orientation sexuelle, un physique, notamment un poids, une religion, un handicap, etc. Alors qu'en réalité, vraiment le point commun des personnes harcelées, c'est l'isolement. Une personne qui n'a pas d'amis, elle a 15 fois plus de chances de se faire harceler qu'une personne entourée. Du coup, les élèves ont vraiment conscience que, au-delà en fait du fait d'avoir la flemme de protester, c'est risquer en fait d'être exclu du groupe et du coup de rejoindre les harcelés. Et à ce moment-là, on pourrait dire mais pourquoi la valeur du groupe en fait c'est la méchanceté ? Je veux dire pourquoi ils peuvent pas chacun s'élever sans s'appuyer sur le harcèlement en fait. Et là Margot Déage, je cite, nous dit la valeur est relative et se mesure par comparaison. Pour élever la valeur morale des membres d'un groupe, il faut rabaisser les autres. Et du coup finalement en fait les enfants prennent juste un moyen simple et facile pour s'élever socialement qui est celui de rabaisser les autres parce que c'est le début de l'apprentissage en fait d'une hiérarchie sociale et du coup on voit que ça fluctue et on joue de cette fluctuation et c'est là qu'on comprend comment les populaires peuvent notamment arriver en haut de la hiérarchie. Parce que moi j'ai toujours pensé que les populaires c'était les personnes les plus belles, honnêtement. Je me disais voilà c'est le mec le plus beau, la meuf la plus belle et ils sont populaires, voilà il n'y a pas d'explication. Alors qu'en soi les critères de la beauté ils sont hyper subjectifs. Et en fait les populaires finalement c'est ceux qui en imposent le plus. Ceux qui font rire les autres notamment. Il y a un gros truc autour du rire au collège où si tu fais rire les autres, t'es connu de tous et t'as l'adhésion de tous. Et pour faire rire les autres, un moyen très simple, c'est encore une fois de se moquer des autres et de rabaisser les autres. Et en disant ça, je dis pas que tous les populaires sont méchants
loin de là. Enfin même moi je pense dans mon collège c'était pas le cas. Mais quand je pense aux grandes figures personnages historiques du harceleur et de la harceleuse de mon collège, c'était des gens populaires. Donc tous les populaires ne sont pas des harceleurs, mais tous les harceleurs sont populaires. Parce que, encore une fois, ils imposent cette hiérarchie descendante où on est obligé de se placer en dessous si on veut pas en fait subir la mort sociale. Finalement, les populaires, en fait, c'est pas des gens qui sont appréciés de tous, mais c'est avant tout des gens qui sont connus de tous. Et ils sont connus de tous notamment parce que il y a beaucoup de conflits qui gravitent autour d'eux. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas le prisme inverse des harcelés. Parce que les harcelés, c'est des gens qui n'ont pas d'amis, alors que les populaires, en fait, n'ont pas plus d'amis que le reste. Toutes catégories confondues, en fait, les collégiens déclarent avoir à peu près 4-5 amis de confiance. Et dans mon collège, j'avais quand même un groupe, je sais pas, d'une dizaine de gens identifiés comme populaires. Et moi, je pensais qu'ils étaient tous hyper amis. Alors qu'en fait, pas du tout. Do my presentation on my friends that aren't fake. So for starting off, we have... I guess that's... Là, pour vous parler des populaires, je vous parle vachement du fait d'être subversif, de se faire remarquer, de se moquer des autres, mais ça c'est quand même lié à une réputation qui est vachement genrée au sein du collège et qui est notamment dominée par, spoiler, les garçons. Donc ici j'ai envie de vous parler de la manière dont le fait d'avoir une bonne réputation c'est genré. La manière dont c'est très différent pour un garçon et une fille d'être bien vu. Sachant que la réputation, c'est la somme des jugements qui sont portés sur autrui. Pour les garçons, le premier critère de choix d'un ami, c'est les délires. C'est le fait de rigoler avec ses potes. Voilà. Si on considère qu'une partie du rire, en fait, est fondée sur la moquerie des autres, ce qui ressort, c'est que la majorité des harceleurs, en fait, sont des hommes, et la majorité des harcelés sont des hommes aussi. Nous on est là dans notre canapé à observer les combats de cacahuètes, enfin je veux dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça par contre c'est un chiffre qui m'a un peu plus étonnée, 80% des élèves sanctionnés sont des garçons. Et du coup finalement pour les garçons avoir une bonne réputation c'est plus généralement pratiquer la transgression en fait. Donc pas respecter le règlement scolaire, donc d'où toutes les sanctions. Ne pas respecter les professeurs, ne pas respecter les autres. Donc il y a une transgression morale, mais il y a aussi une transgression corporelle. Je veux dire le fait de se battre, de porter atteinte au corps de l'autre. Et donc au-delà en fait il faut être viril et violent, il faut surtout être transgressif en fait. Il faut qu'on nous voie parce que ce qu'on fait en fait sort du commun. Je trouve ça quand même assez intéressant dans le sens que même on accuse souvent les filles d'aimer les connards. Mais en fait le fait est que là, les gens qui sont le plus valorisés en fait dans l'échelle du collège, c'est des connards en fait. Donc je veux dire on n'est pas exemple en fait des lois sociales. Je veux dire si on nous dit que les personnes les plus valorisées c'est des personnes qui se moquent des autres et qui se battent, let's go. Très très dangereux. J'adore avoir peur. Et du coup, la figure typique en fait qui va être harcelée dans ce monde masculin, mais pour le coup c'est commun aux filles et garçons, c'est la figure de l'intello. Parce que l'intello c'est celui qui ne fait pas de troubles, s'en remet à l'institution, puisque en fait il collabore tout à fait avec les professeurs, le règlement scolaire, et même de manière générale est gentil en fait, je veux dire il est pas là pour se moquer des autres, il apprend son théorème de Pythagore, il récite les fables de La Fontaine. En fait au-delà du fait qu'il répond pas au code d'une bonne réputation, en fait il va pas faire de troubles, donc c'est une cible facile pour justement faire des moqueries et du coup s'élever socialement. Dans la société adulte, normalement les figures d'intello c'est ceux qui ont le plus grand capital culturel, donc le capital culturel comprenant les diplômes. Et les personnes qui ont le plus de capital culturel, le plus de diplômes, c'est les personnes qui sont le plus haut dans la société en fait. Avec ce système en fait de l'intello harcelé, c'est que la société du collège en fait c'est une société adulte mais inversée. Ne pas faire partie des mecs populaires qui font du sport n'est finalement pas si négatif. Car se distinguer d'une masculinité plus virile et sportive et valoriser des activités culturelles moins genrées comme le théâtre, c'est aussi affirmer un style de vie et de masculinité typique des classes moyennes et supérieures culturelles. Et ça, comme vous vous en doutez, c'est plutôt bien vu, typiquement par l'institution scolaire. That was the mistake that was made by the sex role literature. You know, there was a literature about the male sex role, which assumed more or less that there was just one pattern of masculinity and people conformed to it or failed. C'est intéressant en fait d'avoir une analyse de la masculinité en fait en termes de classe sociale parce que souvent on parle de la masculinité viriliste qui nourrit ce patriarcat comme on va dire
diffuse entre tous les hommes en fait. Alors qu'en réalité, les personnes qui sont le moins soumises en fait à cette masculinité viriliste, c'est les hommes de classe aisée. Encore une fois, c'est une histoire de probabilité. Hein. Je dis pas du tout que tous les intellos sont de classe aisée, c'est juste qu'ils ont une plus grande probabilité d'être de classe aisée s'ils sont intellos. Ensuite, on va passer à la partie croustillante puisqu'on va parler de la réputation des filles. Le premier critère du choix d'une amie, c'est d'être présente, en fait, le fait d'être une bonne amie, d'être une amie fidèle. Si les garçons doivent être dans la transgression, les filles doivent être intègres moralement, donc vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis du règlement scolaire, des profs, mais aussi corporellement. Les filles doivent, ce fameux terme, respecter leur corps. Et donc en fait, quand la fille est avec un garçon, s'il y a contact physique, il ne faut pas que ça vienne d'elle, en fait. C'est ainsi que quand on demande aux collégiens par qui sont perpétrés les attouchements, c'est pour 3/4 des garçons ou des groupes de garçons qui font des attouchements. Et si en 6ème, en fait, c'est 5% des filles et des garçons qui déclarent des attouchements, donc subir des attouchements, en 3ème, ce chiffre, il s'abaisse à 3,8% pour les garçons et à 10,2% pour les filles. Donc c'est vraiment en fait à la puberté qu'il y a un renversement qui s'opère pour les filles, où les garçons considèrent qu'ils doivent s'approprier le corps des filles. Parce que pour un garçon, avoir une bonne réputation, justement, c'est exprimer ce désir viril, en fait, par l'appropriation des corps des filles. Et pour les filles, avoir une bonne réputation, c'est voilà, garder cette intégrité, ne pas faire de pas, en fait, et respecter au mieux son corps, en fait. Moi, je me souviens d'exemples typiques, voilà, c'est taquiner, je sais pas, en pinçant les hanches ou le ventre ou ce genre de choses. Et du coup, en fait, finalement, le fait d'être en couple, ça va aussi répondre à ces logiques. C'est-à-dire que pour les garçons, être en couple, ça va être valorisant, ça va augmenter leur cote de popularité. Là, pour le coup, je pense que c'est pas un méga spoil, hein. Je veux dire, le fait que pour un garçon, avoir plein de conquêtes, c'est valorisé. Et pour une fille, par contre, au-delà du fait d'être potentiellement dévalorisé, être en couple, ça augmente considérablement, en fait, ses chances de perdre ses amis. Même si c'est des normes qui peuvent être placées dans un modèle patriarcal où les hommes dominent ce système, les filles sont aussi les premières, en fait, à répéter ce système et à accuser les filles qui se mêlent avec des garçons et qui, selon elles, ne respectent pas leur corps. Chez les filles, il y a une figure typique harcelée, c'est celle sur laquelle on pose le stigmate de pute. Margot Déage, dans son livre, parle de chèvre émissaire, donc la version féminine du bouc émissaire. Et cette fille, c'est typiquement celle qui a osé explorer, en fait, sa sexualité, ou en fait qui est supposée avoir exploré sa sexualité, parce que parfois en fait c'est même pas vrai, genre c'est juste un système de rumeurs. Et à un moment on avait écrit mon numéro dans les toilettes en disant grosse pute, enfin vraiment des insultes méchantes, être qu'avec des garçons c'est une grosse... Pourquoi les gens ils m'insultent autant alors que je fais rien de mal, je suis juste amie avec des garçons, genre à l'époque j'avais jamais encore rien fait et je comprenais pas pourquoi en fait les filles s'acharnaient autant sur moi à m'insulter alors que on t'avait collé une réputation, quoi. Et à ce moment-là, on pourrait dire, mais comment ça se fait, du coup, qu'ils doivent respecter le corps des femmes et qu'ils perpétuent autant d'attouchements? Et dans ce système, en fait, la chèvre émissaire, elle a cette utilité sociale. Je cite Margot Déage, « Pour faire cohabiter des exigences contradictoires, la chèvre émissaire est désignée dans chaque collège, une jeune fille sur laquelle les adolescents déchargent toute la culpabilité liée à la souillure des corps féminins. » Donc en gros, on considère que on va harceler moralement en fait cette fille. Du coup, en fait, on a accompli notre rôle en fait de respect des corps féminins. Et vu qu'en fait l'attention est accaparée par cette fille ou ces filles, chacun peut en fait se laisser aller à explorer sa sentimentalité, sa sexualité, vu que toute l'attention est accaparée par cette fille. Et du coup, cette fille, elle se retrouve isolée parce que les autres ont peur d'être assimilés à cette mauvaise réputation, et souvent, justement, elle se réfugie auprès d'hommes plus âgés, en fait, pour finalement retomber dans ce joug de protection masculine. Il y a un élément supplémentaire dans tout ce système quand même de harcèlement lié au corps féminin, c'est la religion. Au début du collège, en fait, c'est 50% environ des élèves qui déclarent avoir que des amis filles ou que des amis garçons. Mais pour les non-croyants, ça s'abaisse à 37%, alors que pour les croyants, ça monte à 60%. Donc la religion, elle encourage quand même cette séparation et ce danger en fait perpétré par le couple. Parce que, encore une fois, être en couple, c'est s'exposer en fait à des potentielles rumeurs. Déjà, c'est la première étape. Deuxième étape, qui vont fonder une réputation, donc qui est la somme des jugements portés sur autrui. Et
troisième partie, si vous êtes effectivement en couple, il y a quand même toute une mise en scène qui doit être perpétrée. C'est une parade avec le couple et les gens autour en mode ça y est, c'est officiel. Et les collégiens du coup sont tellement au centre de l'attention que même ça amène vachement de réflexivité en fait sur le choix du conjoint, sur le fait qu'il est du conjoint. On va se calmer. Il y a grave des relations qui durent genre 2 jours au collège, genre pour de vrai. Et du coup voilà, il y a grave une réflexivité même par rapport au statut de la personne, genre est-ce qu'elle est populaire ou pas, genre est-ce que ça va me valoriser, et du coup ça entrave aussi vachement de sentiments, je trouve, parce qu'il y a cette réflexivité sur, vous allez me dire comme dans la société en général, mais tout ça veut dire que le couple, voilà, c'est un danger, et notamment et surtout pour les filles. Et donc pour terminer, je voulais quand même vous expliciter justement ce système de rumeurs et de réputation. Ce qui va vraiment fonder et défaire une réputation, c'est le système de rumeurs en fait. Et quand je parle de rumeurs, encore une fois, je parle de rumeurs réelles ou supposées. Je cite Margot Deshage, si la rumeur est déterminante, ce n'est pas à titre informationnel, mais à titre intégrateur. Les élèves ont tendance à prendre le parti de la majorité, même silencieusement, pour ne pas risquer d'être marginalisés à leur tour. Donc encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas la véracité de la rumeur. Que telle personne ait fait des choses dans les toilettes, en fait on s'en fiche un peu de savoir si c'est vrai. Mais si ça vient en fait valider la réputation antérieure de cette personne, alors là, la rumeur va être valable en fait. Elle a vraiment, c'est dans ce sens que je dis qu'elle a vraiment une valeur fonctionnelle. Elle répond à une fonction de valider ou d'invalider des réputations qui sont plus ou moins déjà présentes. Finalement, il y a la rumeur au milieu et il y a la personne vers qui elle est dirigée qui va influencer en fait son impact. Et derrière, il y a la personne qui dicte la rumeur. Et là, pareil, si c'est une personne qui de base a un statut respecté ou même que c'est une personne de confiance, on va valider cette rumeur. Et la rumeur, elle est aussi vachement fondée sur un système de jalousie. Parce que par exemple, les personnes qui vont accéder à des privilèges auxquels d'autres n'ont pas accès, ils vont être pour le coup vachement sujets de rumeurs pour justement les ramener à leur place. Parce que finalement, en fait, quand on expose toute cette hiérarchie, on pourrait dire que les relations entre les collégiens, elles sont pas si sincères que ça, alors que j'avais envie de terminer là-dessus. Les collégiens, en fait, recherchent quand même des relations qui sont vraiment profondément authentiques. Parce que justement, ils savent peut-être que cette société est hostile et qu'il faut des alliés sincères et de confiance. Parce que filles et garçons confondus, en fait, le premier critère de recherche d'un ami, c'est la sincérité. Donc il y a quand même ce truc où dans ce jeu de hiérarchie et de rumeurs, il faut avoir des alliés. Et là, je vous ai résumé qu'une partie de l'ouvrage de Margot Deshage, mais il y a une grande partie en fait qui est aussi consacrée à la manière dont le numérique, les réseaux sociaux en fait, permettent de réaffirmer ses réputations et justement ses authenticités. Voilà, avec Snapchat, il y a tout ce qui est flamme, il y a aussi, bien évidemment, les stories visées. Moi, quand j'étais au collège, c'était Facebook. Du coup, il y avait vachement le fait d'identifier ses meilleurs amis sur sa photo de profil. Ce truc de constamment réaffirmer en fait qui sont les personnes qui comptent sur nous sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis et de votre expérience de collégien dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée si vous êtes dans les études. C'est aussi mon cas, donc je verrai comment est le rythme cette année pour poster sur YouTube. Mais vu que je reprends les études de sociologie, j'espère que ça me donnera de la matière pour des nouveaux contenus, des nouveaux sujets. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 3, 4...